Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs du Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Abdelrahman Ben Khelfa, expert financier, ancien ministre des Finances. Abdelrahman Ben Khelfa, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation encore une fois. Merci, toujours un plaisir de vous accueillir à Radio M. Vous allez pouvoir débriefer avec nous un peu la feuille de route économique du gouvernement qui interpelle beaucoup les citoyens algériens. Qui est dans les labos, qui est en cours de... Elle n'est pas encore adoptée par l'Assemblée nationale. Même pas par les... Elle est dans le labo, elle est en cours de conception. C'est le programme du gouvernement. C'est le programme du gouvernement. Alors vous pensez qu'il y a déjà un cap choisi par le gouvernement? Nous, on a du mal, en tant qu'économiste et journaliste économique, à lire cette feuille de route. Moi, merci encore une fois pour l'invitation, mais moi, je me situe en 2020. Merci de me donner cette occasion. Parce que dans l'économie, il y a deux éléments cachés. C'est la confiance, l'image. La transition douce qu'on a eue dans notre pays politique institutionnel. Vous en parlez au passé, vous considérez qu'elle est terminée, la transition? Non, que nous en sommes au début. C'est une transition institutionnelle et politique. On a eu avec l'élément... l'impression que vous avez décidé que fondamental qui est l'élection présidentielle. C'est le début du haram. Avec un gouvernement installé, alors, nous avons non seulement un retour de confiance, nous avons un retour d'image. Vous avez vu... les circonstances, la conjoncture a fait que nous soyons en first office. Merci à la Libye. Début. Non, il n'y a pas que ça. Il y a le pétrole, il y a ça. Vous avez vu le 51-49 qui doit certainement en discussion parce qu'il a été, on a débranché un peu. 51-49, mais ça commence toujours comme ça. Mais en tous les cas, l'image, on ne fait pas dans l'image d'un pays, dans la capacité de lobbying d'un pays, on ne fait pas une différence sur la source. L'essentiel, c'est que vous soyez progressivement, vous avancez, comme lorsque vous êtes dans une mosquée, vous avancez à première rangée. Alors ça signifie que l'Algérie redevient visible. Redevient crédible avec des institutions. Nous avons vécu une année avec des institutions provisoires. Je ne parle pas d'avant. Visible, lisible, un début de crédibilité, et tout le monde sait que nous avons un retour sur l'investissement important, et les uns et les autres, non seulement les nationaux mais les internationaux, savent que celui qui s'installe le premier et qui va en profiter va avoir un retour sur l'investissement la meilleure. Donc il va y avoir un peu, durant toute l'année, les uns et les autres vont vouloir s'installer dans les créneaux où il y a une demande importante. Donc l'économie, nous commençons une année économique, même si les dossiers économiques ne sont pas encore en first parce qu'il s'agit de régler des urgences à caractère institutionnel et politique, mais l'économie viendra. Donc, un bon début. L'essentiel, c'est d'articuler. Quel est le message qu'on peut retenir de tout cela? Enfin, sur le front politique, il y a une feuille de route. Le président a parlé, M. Tebboune a parlé de dialogue avec le Hirak, il l'a plus redit, mais il a lancé une réforme de la Constitution. Bon, on sait que ça pose des problèmes, mais on peut dire qu'il y a une possibilité de lire ce qu'il veut faire au niveau institutionnel. Bien. Au niveau économique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il n'y a pas que ça. Il faut quand même mettre dans le paquet la communication institutionnelle. La communication présidentielle, elles ne sont pas importants. Vous en savez mieux que moi. Ça aussi, c'est un des messages. Moi, je vais retenir... Le président Tebboune communique lui-même. D'abord, c'est la communication présidentielle. Certains n'allaient même pas. Et puis, la communication de certains ministres qui commence. Donc, il y a une communication. Et donc, toute la partie rumeur sur laquelle nous vivions, il est soit dit... il semble que commence à se tasser. Maintenant, effectivement, on ne peut pas en une semaine faire une métamorphose d'une situation qui a duré plus que 10 ans, parce que moi, je retourne à 2014. Donc là, sur cette lancée institutionnelle, cet environnement d'ouverture prometteur, je l'avoue, parce que je connais les autres, le panorama des transitions dans le monde, aussi bien à côté de nous qu'ailleurs, l'économie doit maintenant, dans les 3 mois à venir, doit devenir une priorité. Donc il ne faut pas que
les débats, les dossiers à caractère institutionnel, les débats politiques, le dialogue autour des grands textes cachent les priorités économiques. Alors, Monsieur Abdelrahman Khelfa, bon, vous avez été ministre, vous savez comment fonctionne un gouvernement, vous savez quelles sont les limites de l'exercice pour un ministre, aussi indépendant puisse-t-il être dans son approche des dossiers. Est-ce que c'est la bonne architecture? Est-ce que pour conduire une politique économique, on sait que le président Tebboune n'est pas très à l'aise avec les questions économiques, il l'a montré plus d'une fois. La dernière fois avec le gaz de schiste, ça a provoqué un problème puisque les Algériens se sont remis à sortir, entre autres à cause de cela. Est-ce qu'on n'aurait pas pu gagner à avoir un grand ministère de l'économie avec un monsieur économique qui porte la parole de l'Algérie sur ce dossier-là? Voilà, dans les grands pays, je me permets en tant que citoyen, je remercie nos amis. Je connais la difficulté du pays maintenant parce qu'il faut en même temps travailler sur les urgences du moment et puis se tracer le cap et traiter les questions de fond. C'est pas facile. Dans beaucoup de pays, les questions stratégiques, les questions politiques, les questions de diplomatie sont au niveau de la maison présidence, et les questions économiques, les questions d'ingénierie, les questions d'agenda, les questions de dossiers, les questions sont au niveau du gouvernement. C'est comme ça. Et donc, moi, j'ai vu, en tant que citoyen, la constitution du gouvernement, celui qui est le chef du gouvernement lui-même est à dimension économique. C'est un Premier ministre, hein. Ça peut redevenir un chef du gouvernement, mais c'est juste un Premier ministre. C'est un Premier ministre. Mais oui. bon. Merci Abdelaziz Bouteflika d'avoir enlevé cette fonction. Bon, le premier, celui qui coordonne l'activité gouvernementale. Et donc, de ce point de vue-là, en tant que j'ai beaucoup et nous voyons quotidiennement entre la présidence, le président qui fait une communication de qualité à côté du gouvernement qui est en train de réfléchir au nouveau plan, nous voyons un début de complémentarité qui est louable. Ceci étant, maintenant, il ne faut pas voir l'architecture organique du gouvernement, il faut voir la cohésion du gouvernement, la solidarité gouvernementale. Ce sont des éléments importants qui ne sont pas propres à l'Algérie. L'essentiel, c'est que demain, des ministères comme les finances, le commerce et l'industrie qui sont sur les valeurs ajoutées travaillent en cohérence. Doivent parler, surtout sur les dossiers de réforme. Oui. Et le président l'a dit, je l'ai entendu avec beaucoup de plaisir, il dit certains textes doivent rester 10 ans. La stabilité réglementaire, la stabilité institutionnelle, la vision de l'État, indépendamment. Ce ne sont pas des politiques de gouvernement, ce sont des politiques d'État. Et donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de voir combien il y a de ministres dans telle sphère ou dans telle sphère. Il faut voir s'il y a une cohésion de fond et de forme. Et ça, c'est le travail du chef du Premier ministre, plus les ministres qui sont dans des grands secteurs. Alors, nous avons évoqué jusque-là les éléments, on va dire, d'image, d'influence, de confiance, etc. De cohérence. Voilà, d'approche, de communication. Hein. Après, on va arriver dans le dur. Dans le dur, c'est quoi? C'est les chiffres. Vous avez été ministre des Finances, vous êtes expert financier. Les chiffres, ils disent quoi? Ils disent que l'Algérie, pour la 7e année consécutive, fera en 2020 un déficit budgétaire ajouté à un déficit de la balance des paiements. Alors, est-ce que, question précise, la loi de finances, est-ce que la loi de finances de 2020, vous considérez qu'elle met l'Algérie sur la bonne trajectoire de stabilité budgétaire? La loi de finances de 2020, elle est venue en 2020, elle a été... En 2019, elle est arrivée. Enfin, elle a été faite en 2019. Et il ne faut pas la délocaliser, il ne faut pas la décontextualiser. C'est une loi de finances de transition. C'est une loi de finances sauvegarde. C'est-à-dire pour ajouter une année de statu quo supplémentaire? Non, elle a été faite avec des institutions qui étaient intérimaires. Et donc, c'est une loi de finances qui a un peu... reporter à plus loin les problèmes... Un peu reporter les questions fondamentales, les grands dossiers, et puis une fiscalité sur tout ce qui peut être fiscalisé. Vous avez vu le nombre de petits impôts. Les grands impôts n'ont pas été touchés, donc pas de charge fiscale trop importante, mais là on peut encore puiser compte tenu du déficit budgétaire. Mais vous avez deux choses, vous avez le déficit budgétaire qui est important, et donc ça fait partie des urgences, il faut pouvoir y faire face, ce sont les urgences du gouvernement, et puis vous avez le taux de croissance qui est très faible, qui est 1,8, moins que le taux de démographie. C'est important ça. Et donc c'est pour ça que l'exercice à l'avenir est difficile, parce qu'il faut faire face aux urgences du moment. Je ne parle pas simplement des urgences sociales,
des urgences économiques, financières. Et puis, il faut en même temps ouvrir les grands dossiers. Il y en a une dizaine qui sont maturés et sur lesquels il va falloir travailler pour faire ce passage le président parle de l'Algérie nouvelle, nous parlons de la new economy, enfin avec tout ce que vous avez. Et donc, alors, M. Abdelkhelfaf, le président parle d'une loi de finances. On a parlé dans son entourage d'une loi de finances complémentaire pour intégrer des éléments qui n'ont pas été intégrés dans la loi de finances. Alors lui pense en particulier notamment à faire passer dans la loi des promesses de campagne l'exonération d'IRG pour les revenus faibles. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est déjà une opportunité pour engager ce que vous êtes en train de dire moi, je pense que le président a effectivement annoncé qu'une loi de finances viendrait en 2020. D'abord pour des questions d'urgence, il y a un pouvoir d'achat. Et non seulement c'est légitime, mais ça fait partie du programme du président Tebboune. Mais on ne peut pas anticiper. Mais moi, je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'il est nécessaire de de commencer à travailler dans la loi de finances complémentaire sur les financements alternatifs, le financement du budget, la base de la loi sur les PPP, la suite du 51-49. 51-49 n'est pas au point, donc il faut rapidement que la liste des secteurs stratégiques sorte. La promotion. Vous pensez que ça doit passer par une loi de finances Enfin, peut-être qu'il faut en profiter avant de faire le tour sur la loi sur les investissements et qui nous ramènera en décembre 2020. Tous les gens du monde, enfin tous nos partenaires disent oui, c'est fini, on peut y aller. On leur dit attendez. Un deuxième emprunt obligataire. Je pense qu'on en a fait une première fois. Une deuxième opération d'inclusion fiscale parce que l'informel est toujours en train de se développer. Au-delà du recouvrement, il s'agit d'élargir l'assiette. Et donc, ces chantiers-là, ce sont des chantiers qui nécessitent une ingénierie, une vision, mais qui sont dans les urgences. Je pense que la loi de finances complémentaire porterait sur des choses à priorité sociale dont vous parlez, mais porterait aussi sur ces nouveaux sentiers pour sortir d'un déficit chronique. Alors, c'est très bien tout ce que vous proposez. On va mettre ça côte à côte. Financement alternatif pour financer le déficit budgétaire. Vous dites PPP, ça permettrait de faire porter par le privé une partie du financement des équipements. Oui. Voilà. Vous dites levée de fonds, à nouveau, emprunt obligataire. Vous étiez derrière le premier emprunt obligataire. Inclusion fiscale, donc essayer de faire rentrer dans le circuit formel ce qui est en dehors. Est-ce qu'en alignant toutes ces mesures, en supposant qu'il y a un génie réformateur dans ce gouvernement, est-ce que ça peut permettre au gouvernement Tebboune Djerrad de renoncer au financement non conventionnel? D'abord, le principe est acquis, c'est qu'il n'y a pas de nouveau tirage. Il y a un tirage qui a été fait, qui n'a pas été utilisé à 100%. Complètement à zéro, ça je ne pense pas. Mais en même temps que toutes ces indications, il y a un travail fondamental aussi de la part de la Banque centrale. Parce qu'il va falloir continuer avec un rythme important, et le président l'a dit, mais ça fait partie c'est la modernisation bancaire et financière, parce que c'est là où il faut capter. On ne peut pas capter de l'épargne avec les moyens que nous avons. Revoir le régime de change, qui est un handicap au plan procédural, pour avoir une attractivité des ressources. Parce que 51-49, on va le lever, mais quelqu'un pour pouvoir demain disposer de moyens pour faire rentrer, faire sortir. Moi, j'étais favorable même. Il faut noter au passage que le grand armateur numéro 1 mondial, MSC, a été en justice, le gouvernement algérien, sa filiale en Algérie, donc MSC Algérie, pour non-rapatriement de dividendes. Donc, venir faire du business en Algérie et ne pas pouvoir ressortir les dividendes. Il faut une loi claire, il faut une fois qui s'applique, mais une fois qu'on a mis les règles de jeu, d'abord il faut les stabiliser. Le président a dit 10 ans. Tout à fait. Et puis, ensuite, il faut que le management quotidien soit numérisé complètement. Il faut qu'on en soit. Ça, c'est important. Et ça, c'est le gouvernement, mais c'est la Banque centrale. Tout cela peut se faire en 6-8 mois au rythme du président Tebboune. Vous avez vu comment... Je vais poser une question précise. L'actuel ministre des Finances a été sous vos ordres à la tête de la fiscalité. Est-ce que vous le sentez en mesure de conduire des réformes de ce type? Et ça me ramène à nouveau à la question ministre de l'économie. Non, je ne veux pas... Je parle comme un
comme un consultant, comme un homme un observateur de l'économie. Serraoui, comme d'autres, est un haut fonctionnaire, longtemps dans l'appareil fiscal, il maîtrise très bien la fiscalité. Encore une fois, nous avons, je vous ai dit, la solidarité et l'alliance des équipes. Ce sont les équipes qui fonctionnent. On peut être spécialisé dans quelque chose, il faut savoir créer de la synergie. Et je pense que là, l'ingénierie budgétaire, la consolidation budgétaire est un élément très important. Alors, dans le triptyque que vous avez cité vous-même, hein, ministère des Finances, ministère de l'Industrie, ministère du Commerce, effectivement, qui doivent travailler de concert et qui font un peu les contours d'un grand ministère de l'économie, est-ce que vous pensez pas que le là a déjà été donné par le ministre du Commerce, qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, en annonçant dans un discours qui ressemble à celui de Ahmed Gaïa Salah, en costume cravate, qui compare la Aïsaba du lait dans un discours qui est très peu semblable à celui d'un ministre de la Réforme. Comme citoyen, encore une fois, je l'ai dit, comme citoyen fier de son pays, fier de la façon dont on est passé d'une transition au début d'une grande ouverture, les urgences peuvent être réglées par la voie juridique et par la voie de l'autorité de l'État. Mais les problèmes économiques de fond ne sont pas réglables. Alors, le problème économique de fond, on va le rappeler à nos amis auditeurs qui auraient peut-être raté cette vidéo et cette problématique. J'espère qu'ils sont concernés quand même par l'achat du lait en sachet. C'est 4,7 millions de sachets produits donc avec de la poudre subventionnée par l'État, et au bout de la chaîne, on a le sentiment qu'il y a 50% qui n'arrivent pas chez le consommateur final. Et donc il y a au moins 50% du lait de poudre subventionné qui part dans des activités où il ne doit pas partir. Et donc c'est de ce point de vue-là que le ministre du Commerce a déclaré la guerre, et il pense la régler en 10 jours, on lui souhaite bien du plaisir, à cette Aïsaba du lait. C'est une approche... C'est toute la problématique de tous les produits subventionnés à large consommation. Je parle de la farine, je peux parler des œufs, je peux parler de... Tout ce qui est subventionné sans être ciblé, sélectif, produit des effets de ce type-là. Et donc, on peut faire du contrôle administratif, on peut faire... Mais encore une fois, ce sont des urgences qui peuvent être traitées comme ça. Mais le problème fondamental, c'est la réforme du système de subvention. Quand les prix et quand les subventions sont ciblées et que les prix sont libérés, personne n'a intérêt à acheter quelque chose à son niveau. Et donc, est-ce que cette façon de penser, vous la trouvez dans le gouvernement? Cet aspect, c'est ça la difficulté du gouvernement actuel, mais je pense que moi j'ai beaucoup, personnellement, je ne veux pas parler des personnes, mais je trouve beaucoup de cohérence dans le début. On attend le programme du gouvernement, c'est qu'en même temps il faut travailler sur les urgences, mais en même temps il ne faut pas sacrifier les choses qui sont traitables à terme, parce qu'il y a tellement de dossiers, dont le dossier le régime de change, le système des investissements, la fiscalité, qui sont ficelés au plan de la réforme, mais qui attendaient un arbitrage. Dans le pays, nous avons un président, et je m'en félicite, qui arbitre tous les jours, on l'écoute. Donc il faut profiter Attendez, du point de vue du Hirak, il arbitre rien du tout. Parce qu'il dit quelque chose et c'est le contraire qui se passe. Non, excusez-moi. Les messages que je perçois en tant qu'Algérien de la part du président il a demandé à ce que les aéroports qui sont plus desservis par Algérie soient ouverts. Vous considérez que c'est le rôle d'un président? Enfin, je ne parle pas des décisions comme ça, mais globalement, nous avons besoin d'un lieu d'arbitrage et d'expression de la volonté politique pour que tous les rouages administratifs, vous savez, nous sommes sensibles à cela, quand il y a un arbitrage. Et donc, sur ces dossiers-là, je pense, d'ailleurs, moi je plaide en faveur je plaide, Nrafa, comme on dit en arabe, pour une conférence sur les réformes économiques. Qui viendrait avant une conférence sur la solution politique? Non, parce que la solution politique, elle est toujours pas là. Non, la conférence sur les solutions politiques, encore une fois, je le dis en tant que citoyen, d'abord, il y a un grand débat sur la Constitution. En soi, c'est quelque chose d'important. Il y a un grand débat, pas sur le contenu de la Constitution, sur le processus constituant, c'est différent. Est-ce que c'est un Parlement aussi illégitime que le gouvernement précédent qui doit l'adopter? Le contenu de la Constitution, c'est ça l'architecture fondamentale. Et donc tous les débats qui se feront à tous les niveaux, et le président a dit qu'il y aurait beaucoup de sphères, vont un peu être une conférence mobile. Mais les dossiers sur les priorités gouvernementales en matière de réforme, qu'est-ce qu'on va toucher à moyen terme, qu'est-ce qu'on va toucher à court terme, moi je plaide en faveur pour une conférence sur la conduite des réformes. Qui interviendrait avant l'adoption, par exemple, de la loi de finances complémentaire? Qui interviendrait avant.
tu interviendrais avant, je pense juste après l'Eid, quoi, parce que nous allons fêter l'Eid le 24 mai. Donc, il interviendrait bien avant et qui serait un signal à la fois pour la confiance qu'on vient avec la présidence de Tebboune, pour conforter et qui serait ouverte au monde et dans lesquels on va parler de l'après 51-49. C'est le premier visage, la vision de l'Algérie ouverte, nous sommes démocrates, ouverte sur le plan. Nous en avons besoin de cette image institutionnelle avec les élites du pays, avec les experts du pays, j'en appelle fortement, et qui va non seulement consacrer ce que le gouvernement fait maintenant sous l'égide du président, mais qui va surtout demain mobiliser les acteurs de marché. Oui, c'est bien. Moi, j'en appelle fin mi-juin, avant qu'on aille tous, il faut qu'on fasse une halte importante sur les priorités économiques. Après avoir réglé, tant mieux pour nous, alhamdoulilah, les urgences institutionnelles et politiques. Alors, je ne veux pas faire le cynique, hein, même si je suis un peu dans ce rôle aujourd'hui. On pourrait vous rétorquer, l'Algérie a plus besoin de lancer son rating parce qu'elle va bientôt revenir sur le marché. Ça fait partie. Elle va bientôt revenir sur le marché du crédit international et elle n'a pas de rating et elle n'a pas de notation. Ça fait partie de ce panier des choses nouvelles à apporter, comme je peux demain parler de la bourse, comme je peux parler du paquet d'entreprises à ouvrir à la bourse, les fonds d'investissement, l'autre sortir du face-à-face qui devient dans certains cas difficile entre les entreprises et les banques, et surtout les banques publiques. Je m'arrête un moment sur le rating. Vous pensez que sur la courbe qu'on est en train de regarder, l'Algérie, on a déjà commencé à parler d'une première mission du FMI qui se préparerait pour évaluer la trajectoire budgétaire et comment on va continuer à financer ces déficits. Est-ce que vous pensez que si, en 2020, on reste sur ce que vous avez appelé une loi de finances complémentaire, de transition, c'est-à-dire qui reporte un peu à plus loin ce qui doit être fait, est-ce qu'on ne va pas revenir quand même, un moment ou un autre, vers une négociation avec les bailleurs, avec le FMI, pour accéder au financement international? On va sortir sur le marché international avec une gouvernance, parce que dans le dossier des réformes, il y a la gouvernance des entreprises publiques, il y a l'ouverture du capital des entreprises publiques. On va sortir sur le marché international avec des entreprises qui vont prendre du crédit sur l'international parce qu'ils ont des projets ou des PPP qui sont porteurs et qui ont un rendement. Sortir sur le marché de l'endettement international, c'est pas aller au FMI pour un ajustement structurel. Je ne pense pas que nous y allions on n'est pas allé dans les moments les plus difficiles, pas maintenant. Par contre, non, dans les moments difficiles, on y est allé. Enfin, vous parlez de quoi? 93, 94, on y est bien allé. Non, mais depuis, on a eu des moments difficiles. Depuis, il y a eu la baraka d'Abdelaziz Bouteflika avec le pétrole à plus de 100 $. 2014, 2015, 2016. C'est pas les moments les plus difficiles. Vous connaissez les réserves de change. C'était difficile. Vous aviez 150 milliards de dollars de réserves de change. Qu'est-ce qui est difficile? Le pays, par rapport, dans le panorama des pays qui se sont présentés pour demander un ajustement structurel couplé à des conditions, etc., nous en sommes loin maintenant. Par contre, nous sommes loin, vous pensez si le rythme des réformes dont nous parlons, je parlais du renouveau, enfin de la modernisation du système bancaire, je parlais de la consolidation budgétaire, si ces choses-là, ces chantiers-là s'ouvrent en fin 2020, deuxième semestre 2020, 2021, nous sommes à l'aise. Mais si le rythme demeure celui qu'on avait avant, qu'on a reporté pour aller jusqu'à 2023, il y a des risques. Monsieur Ben Khelfa, vous aviez, parmi les mesures que vous avez citées aujourd'hui, enfin, on est obligé de vous rendre cela à votre actif, vous avez déployé رافعت من أجل هذه les réformes déjà مقبل. Vous êtes devenu ministre après avoir tenu ce discours, d'ailleurs entre autres je crois ici sur ce plateau, parce que c'est un peu plus difficile de le tenir ailleurs, notamment par exemple pour la parité, pour le marché parallèle du dinar, comment l'éradiquer, sur l'ouverture du capital. Vous avez même dit sur ce plateau la Banque d'Algérie ne devrait pas continuer à bloquer les 20 demandes d'agrément de banques internationales, etc. C'est pas le sujet. La question c'est, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire quand vous étiez ministre? Non. Quand on a des idées, je continue à le faire, je le fais pour mon pays, avec la fierté de pouvoir dire la preuve, de pouvoir dire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui vous a empêché de le faire quand vous étiez ministre? Dans une politique gouvernementale, c'est un élan collectif, sous l'égide d'une volonté politique qui est exprimée par le chef de l'État. Voilà. Si vous n'avez pas les deux conditions, vous ne pouvez pas avancer sur les gros projets. Vous pouvez faire des urgences,
j'allais dire colmater des brèches, mais vous ne pouvez pas mener, conduire, piloter des actions qui... Attention, la réforme des subventions peut se dérouler sur 2 ans. La réforme du secteur bancaire et financier sur 4 ans. Gardez le cap si vous n'avez pas en même temps C'est ça qui a une manqué solidarité. en 2015, 2016. Moi, je pense que durant le mandat de ces... Vous avez été dans un des gouvernements Sellal, hein? Oui. Oui, et c'est ça qui a manqué. On a dit qu'à un moment Enfin, donné, Abdelmalek Sellal s'était rangé à cette idée Non, qu'il c'est fallait tout réformer. l'environnement... Ça dans nous cette intéresse. période, Le 22 février est passé depuis, et les Algériens veulent comprendre pourquoi il y a eu du blocage. Non, nous avons fait ce que nous avons pu quand même. Vous vous rappelez que nous avons quand même ramassé un peu d'argent, que nous avons commencé à à mettre quelques sous supplémentaires pour sortir du système de subvention généralisé, puisqu'on a touché à l'essence, à l'électricité. Mais on n'a pas ouvert beaucoup l'investissement, le secteur de l'investissement. On ne peut pas freiner seulement, il faut freiner et ouvrir l'investissement pour que les revenus des Algériens augmentent. Si vous allez à la vérité des prix, il faut aussi aller à une vérité de salaire. Les vérités de salaire, c'est quand nos salaires sont trop bas. Et alors, pour que les salaires augmentent et les compétences soient payées au niveau proche, il faut que l'investissement s'ouvre. L'investissement national, mais surtout l'investissement international. Parce que dans le paquet des services, dans le secteur des services, l'Algérie ne pourra pas avancer seule. C'est pour ça que je suis un fervent. Et sur quoi, alors, tout ça, ça pouvait être, entre guillemets, vendu au sommet de l'État. Ils n'étaient pas acheteurs. Vous connaissez l'état dans lequel était l'étage présidentiel. Et vous connaissez l'état dans lequel le pays. Et le débat d'arbitrage, l'étage présidentiel. C'est pour ça que je vous dis. C'est mieux maintenant. Très important. Moi, je suis. Parce qu'il y a quelqu'un qui répond et qui va dire oui ou non. La réactivité j'ose le dire en tant que citoyen, la réactivité de notre président, et la communication présidentielle. Et demain, je suis sûr et certain, la cohérence du gouvernement sous l'égide de Abdelaziz Jarrad, qui est un technocrate, certainement nous éloigne beaucoup de l'ambiance de 2014, 2015, 2016. Et si je vous disais qu'on est toujours dans l'ambiance de 2019, qui est celui de la terreur de l'administration, de la haute administration, d'engager des projets, que ce soit les grands offices, les banques publiques, les comités de crédit qui ont cessé de se réunir pendant longtemps, et on n'en est toujours pas sorti. La semaine dernière, un chef d'entreprise à votre place nous a rappelé quelque chose de grave, que les comités de crédit des banques publiques refusaient aujourd'hui, sans le notifier, de donner des crédits adossés à des concessions, alors que la loi permet d'hypothéquer une concession. Et c'est parce qu'ils considèrent qu'ils sont en danger et qu'ils ne veulent pas s'engager dans cela. C'est pour ça que moi, dans le secteur bancaire, j'ai toujours appelé, j'en appelle. Il faut ouvrir de nouveau l'investissement à des nouveaux entrants. 2, il faut changer la gouvernance publique. 3, il faut ouvrir sélectivement le capital de certaines entreprises. Parce qu'une gouvernance avec des capitaux uniquement publics ne va pas plus loin. Et 3, il faut que dans la gouvernance, il n'y ait pas de différence entre une banque publique et une banque privée, et progressivement aller au marché financier. Parce que c'est le marché financier qui crée la concurrence. Parce que ce face-à-face peut être à un moment donné suicidaire. Vous n'avez que de l'autofinancement ou que la banque en face de vous. Les uns et les autres, il faut que la concurrence s'installe, y compris. Alors une concurrence nationale et une concurrence internationale, et tous les rouages, toute la gouvernance des entreprises publiques, je ne parle pas simplement de la banque, je parle des grandes entreprises publiques, doit être changée, y compris par un partenariat capitalistique. C'est ça d'ailleurs qui va nous mener demain. Je vais quand même vous poser une question par rapport à l'exploitation. Oui, alors ce que vous proposez, ça peut être intéressant, ça fait appel essentiellement au capital privé national pour porter sa part du développement dans l'investissement. Donc voilà, on sort d'une séquence où tout ce qui est privé, durant l'année 2019, par cercle concentrique, on est parti avec les oligarques, mais on a fini par mettre en danger tous les chefs d'entreprise, quasiment tous ceux qui comptaient. Est-ce que cette image-là n'a pas été gâchée et salie pour une longue période? Est-ce qu'on risque pas d'être en panne d'investisseurs algériens? Non. Vous êtes optimiste, là? Enfin, non, pas demain. Mais je veux dire que la Constitution elle-même a changé d'allure. Nous changeons même, j'allais dire, d'identité constitutionnelle. Les tabous qui existent. Monsieur Belkhalfa, on change rien du tout. Le PAD a demandé une salle pour faire une réunion, elle a été refusée la semaine dernière. On ne change rien, les libertés sont toujours aussi compte. Et les chefs d'entreprise sont toujours en face du même risque. Attention, le même risque les pays qui ont fait un saut, je cite la Turquie, et je cite
l'Égypte, qui ont fait un saut après des moments difficiles. Ils l'ont fait avec une alliance forte entre les acteurs de marché, les acteurs politiques et l'État. L'Égypte, j'ai pas compris l'évocation. Ils ont fait un saut en matière économique, vous le savez, ils étaient à une situation très pénible il y a quelques années. Actuellement, il n'y a pas une réunion par semaine qui se tient au niveau international sans qu'elle se tienne à Sharm el-Sheikh. Et donc, c'était aussi le cas dans la Tunisie de Ben Ali. Hein. Il n'y avait pas une réunion importante dans la région qui ne se tenait pas. Non, je veux dire à Tunis, ça n'a pas empêché Ben Ali de tomber. Et il y avait des... l'administration publique, les rouages publics ne fonctionnent encore comme ils fonctionnaient. Je veux dire par là que nous avons des tabous qui sont tombés sur le plan institutionnel. Des tabous vont tomber en matière constitutionnelle. Il n'y a pas de raison à ce que ce plan économique, nous ayons encore 10 années pour encore avoir des mentalités. Question précise. Est-ce qu'on doit maintenir le CNI? Non, le Conseil national d'investissement. Ça fait partie du package des réformes. La décision. Moi, le CNI, je pense qu'il n'a plus sa raison d'être. D'abord, c'est un rouage gouvernemental. Il joue le rôle, pour certains cas de bourse. Demain, affranchi, considère, peut vendre ses actions comme elle veut. Air Algérie peut vendre ses actions comme elle veut. À l'intérieur. Algérie, ça m'étonnerait, parce que Abdelmajid Tebboune s'intéresse beaucoup à Algérie. Il vient d'obliger Algérie d'aller chercher des ressortissants chinois, algériens en Chine. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Beaucoup de pays sont allés chercher. Ça, c'est une décision souveraine, je vous le rappelle. Des pays qui sont aussi ouverts que nous sont allés. J'espère que le gouvernement va acheter l'assujettissement à la. Ah non, ça non. Comme demain, une catastrophe viendrait, on demande aux banques publiques. Mais c'est pas structurel. C'est between brackets, comme on dit en anglais, c'est entre parenthèses. Mais, je veux dire, demain, la gouvernance changeant, les administrateurs, on a commencé d'ailleurs une petite réforme durant l'année 2019 des administrateurs indépendants dans les banques. J'espère que ça se poursuivra pour tous. C'est pas le représentant de l'État. La tutelle ne doit plus être dans les assemblées générales. Et donc les rouages économiques reviendraient à des rouages où il y a une gestion, j'allais dire, du type privé. Une gestion tout court, il n'y a pas de gestion privée. Et donc dans ce rouage-là, nous avons besoin d'un rythme. Le rythme politique est bon. Il reste que le rythme économique doit être à ce niveau, même un peu plus. Le rythme politique est bon. Je vous laisse responsable de votre déclaration, mais nous ne le trouvons pas du tout bon. Il a bien commencé. Au chalet. Vous avez parlé des administrateurs, on arrive vers la fin de cette émission. Les administrateurs, ça m'amène à poser la question de l'administration des grands groupes, supposés être ceux des oligarques, qui sont quand même un actif qui est en péril. Tout à l'heure, Maghreb Émergent a publié un article qui parle de le risque de cessation d'activité du groupe Condor. On sait dans quel état sont aussi les actifs du groupe de plusieurs chefs d'entreprise en prison. Est-ce que vous pensez que la façon dont ces entreprises ont été traitées est la bonne? Je ne parle pas des chefs d'entreprise, je parle des entreprises. Enfin, les chefs d'entreprise, les entreprises sont dans une situation difficile, c'est sûr. Ils sont en difficulté. Vous avez deux positions, ou laisser les choses en l'état, ou alors faire l'erreur que nous avions faite lorsque les banques privées auxquelles on a retiré les agréments, au lieu de les mettre sur le marché et de les vendre à qui veut, aussi bien au public existant, en tout cas à l'extérieur, on les a transformés en commerce. Ça aussi, je pense qu'il faut un plan. C'est quoi, c'est l'affaire Khalifa? Un plan de sauvegarde. Et un plan de sauvegarde qui ne fait pas appel au budget de l'État. Ce sont des infrastructures, ils valent ce qu'ils valent, ce sont des entreprises. Moi, je suis partisan à ce que ces entreprises, moyennant une ingénierie juridique et une ingénierie financière, fassent l'objet d'une reprise et d'une transmission selon les règles de l'art. Et puis, il n'y a pas de raison à ce que ce ne soit pas demain des lieux d'investissement selon d'autres règles, mais moyennant une ingénierie plus large. Moi, j'ai regretté que le pays ait perdu dans le temps. Je n'étais pas ministre, j'étais dans le secteur bancaire, que le pays dans le temps ait perdu 300 à 350 agences après avoir retiré les agréments, vous vous rappelez, au lieu de les mettre sur les marchés à qui veut. Au moins,
honorer, préserver cet atout Alors, de base. ceux qui disent que les amis d'affaires de Saïd Bouteflika n'étaient pas encore suffisamment puissants pour acheter ses business, c'est pour ça que ça s'est pas fait comme ça. L'ambiance n'était plus la même. Maintenant, l'ambiance est différente. Et puisqu'on va vers j'ai entendu le président le dire, on sépare le social du politique, le politique de l'économique. Alors, allons-y franchement dans l'économique. Dans l'économique, lorsqu'une entreprise est en difficulté, elle se met sur le marché, le premier qui vient et qui offre le plus la prend, la relook et repart avec. Et je vous rappelle que dans le monde entier, on achète peut-être des entreprises qui ont des difficultés mais qui ont un marché de façon plus rapide que des entreprises qui sont bien montées mais qui n'ont pas de marché. On a un exemple ces dernières semaines, c'est le groupe NCA Ruiba qui est tombé en très grande difficulté financière de trésorerie sur les 2 dernières années, qui était coté en bourse mais qui va probablement cesser de l'être, qui aurait pu peut-être se sortir d'affaires avec l'offre de reprise d'une partie de son capital il y a 4 ans par le groupe Cévital, offre qui a été bloquée par le gouvernement au nom du droit de préemption. Et qu'est-ce qui est arrivé 4 ans plus tard? C'est un groupe international qui s'empare. C'est un groupe international, le groupe Castel, qui s'empare de NCA. Peut-être tant mieux. Hein. Quand les groupes internationaux s'installent, c'est le premier palier d'une exportation de nos services. Donc vous ne considérez pas que c'est une catastrophe? Pas du tout. 40 millions d'euros. Mais nous avons besoin d'une dose d'ouverture dans ce pays en matière économique, hors stratégie, tellement grande pour qu'on sorte de notre enfermement qu'il faut que, moyennant un respect du droit, une ingénierie pointue, des élites. Ce sont nos élites qui sont en train de faire des opérations de transmission, de fusion, absorption à l'extérieur. Qui c'est qui est dans la banque Lazare, qui c'est qui est dans la banque... Les grandes banques qui font des fusions, absorptions intra-frontières et extra-frontières. Alors, allons-y. Et moi, je pense que l'ouverture du discours, de la volonté du président Tebboune et de l'équipe actuelle, je pense que nous sommes dans des situations bien différentes de celles qui étaient durant les années 2014. Et donc, les solutions doivent être des solutions économiques. Alors, vous dites dans les 3 prochains mois, on se revoit dans 3 mois pour savoir si on a été dans cette direction-là que vous souhaitez? Inch'Allah, avant Ramadan, il faut qu'on regarde surtout après... Vous seriez prêt à coordonner cette conférence nationale pour le président de la... Coordonner, oui, je suis prêt à... Conférence nationale sur l'économie. Hein. Sur l'économie, sur les réformes économiques, sur les priorités économiques, sur l'agencement, sur l'agenda. On commence par quoi? Ouverte. Le gouvernement, ce sont les institutions, mais je pense qu'il doit y avoir une grosse alliance entre le gouvernement et les acteurs de marché. Et avant, j'espère que parmi les décisions institutionnelles, le CNES renaîtra. Oui. Parce que c'est le CNES le CNES renaîtra. Ailleurs, on parle de conseil d'analyse stratégique. Derrière le gouvernement qui est en face, il faut un labo. Et je pense que le CNES pourra jouer ce rôle et préparer cette conférence. Abdelrahman Belkhelfa, merci beaucoup de nous avoir rendu visite et de nous avoir éclairé sur la situation. Merci beaucoup. Inch'Allah, moi je suis optimiste pour l'année 2020. On l'a vu, hein. Merci. Inch'Allah. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.